Troisième entretien de la matinée, le dernier jour de Lire à Limoges. Merci de nous suivre sur les chaînes YouTube, sur le Lire à Limoges, sur la ville, sur le département et tout. On reçoit, hélas, ça va être un entretien sinistre avec les deux journalistes les plus sinistres de France. Ça part mal déjà. Attention, les Charline Vanhoenacker et Guillaume Meurice. Oui. Bonjour Antoine. Bonjour Antoine. Bonjour. Alors, vous avez Charline, des belles chaussures, Antoine. Je vous remercie. Je me suis mis aux couleurs de la République. Très bien. Ah oui. Ah ben non, mais on a... Bleu, blanc et rouge. Oui. Vous me disiez que j'avais fait dans le désordre. Oui. Voilà, donc Charline, bienvenue à Limoges. Vous êtes... alors, si on regarde Wikipédia, moi, il y a un ordre qui ne me plaît pas. C'est journaliste, humoriste belge, animatrice... Non, vous êtes humoriste. Ah bon? Ouh là là, ça va pas lui plaire, ça, ça part mal. Journaliste, moi je me casse, ça va bastonner. animateur d'émissions de radio, puisqu'on vous retrouve le soir avec votre co-religionnaire sur Jupiter. Autrefois, si tu as... Si... Non, merde. Si tu écoutes, j'annule tout. Si tu écoutes, j'annule tout. Vous êtes Tes complètement fiches, regarde tes fiches, Oui, Antoine. les gens Que comme tu ça, vas te tromper sinon. tellement, vous me troublez en fait, Charline. C'est très impressionnant de faire une interview avec vous. Mais non. Ben si, parce que moi, j'ai pas d'humour. Alors, vous êtes passionné. Alors là, soyons sérieux. Vous êtes passionné par la langue française depuis vos études. Vous avez fait un mémoire de philologie. Ouais. Guillaume Meurice, ça veut dire quoi, philologie? La philologie, c'est tout ce qui est l'étude des céramiques à travers les âges. Bien. C'est pour ça que Limoges, C'est pour ça que c'est je suis une à ville Limoges. qui lui parle beaucoup. Surtout à l'époque gallo-romaine. Voilà. Donc, vous avez fait même une étude dans votre mémoire, vos études, vous avez étudié le chat de Gueuluc. Les mécanismes du jeu de mots dans le chat. Ben voilà. Alors, est-ce que vous avez vu son expo là sur les Champs-Élysées avec les statues énormes? Pas encore. Je suis pas encore allée me balader sur les champs. Bon, ça vaut le coup. École supérieure de journalisme de Paris. Ensuite, vous rentrez, vous travaillez au soir à la RTBF. Tout le monde... Guillaume Meurice, c'est quoi la RTBF? L'audiovisuel public belge, ma foi. Bien, bonne réponse pour une fois. Vous êtes Je savais pas passionné que c'était un par la quiz. politique. France Inter vous accueille il y a à peu près 10 ans, d'abord comme une chronique hebdomadaire, et puis vous cédez au charme de Patrick Cohen, Bien sûr. on peut le dire. Oui. Et votre On peut le dire comme ça depuis ce Bien sûr. temps-là, Ah, c'est pour Patrick Cohen que je suis venue à France Inter. C'est pour Patoche, quoi. c'est- depuis Oui, ce pardon, temps-là, votre notoriété est grandissante. Ah bon? Ben oui. Alors, aujourd'hui, donc, si tu écoutes, comme je l'ai dit, là, je ne me suis pas trompé, en septembre 2017, l'émission est renommée par Jupiter. Oui. Tout le monde pense à Valéry Giscard d'Estaing, Guillaume Meurice, comme vous l'avez dit, qu'est-ce avant qui- le oui. tournage, bien entendu. Là, t'as perdu un point. Ouais. Je sais pas. Alors, J'étais vous, pas On en est où du vous comptage de points? publiez avec Guillaume Meurice les cahiers de vacances de Manu. Oui. Alors, parlez-moi de cette idée. C'était quoi cette idée des cahiers de vacances de Manu? Alors, l'idée, c'était de faire à la fois un truc rigolo, donc c'était un vrai cahier de vacances avec des vrais exercices, des maths, du français, etc. Et de reverser le pognon à des assos. À la base, c'était pour emmener des gamins en vacances. Parce qu'on trouvait ça marrant de se foutre de la gueule du pouvoir qui crée de l'inégalité et de pouvoir faire ruisseler. Exactement. Ce que faisait pas à l'époque. Maintenant, ça a changé, puisque Emmanuel Macron a pris un gros virage à gauche ces derniers temps. J'en discutais encore avec le maire il n'y a pas longtemps. Le maire De Limoges. Ah oui, voilà. Qui est, Non, à mon pas avis, Bruno. Mimile, comme on pensait l'appelle. pas Mimile. Parce que bon, Vous ne pensiez pas à Bruno. Bruno, le renouveau. Bruno Le Maire. Ah oui, oh là là. Attends, là, donc là, on part sur du jeu de mots. On part sur du quiproquo. Ah ben écoutez, mais On va il faut que résumer. les gens On soient va au courant. résumer la ça. pensée. Alors bon, Voilà. Charline, vous publiez vos chroniques en 2015, Bonjour la France. Et là, on vous accueille pour Debout les damnés de Lubert, chronique que je montre à l'écran et qu'il faut évidemment posséder parce qu'on se souvient, on n'est pas toujours le matin sur France Inter, mais on peut les écouter en podcast ou en Bien replay sûr, bien plutôt. sûr. En spray, en Et- tablette, en tout. Et on va en parler tout à l'heure. Alors, Guillaume Meurice, vous, Oui. je ne sais pas si c'est vrai Wikipédia non plus, mais Alors, vous êtes né dans une maison de la presse. alors voilà, c'est un peu raccourci, mais j'ai grandi dans une maison de la presse en tout cas. Élevé Toute mon dans une enfance, maison de la voilà, presse. élevé. Avec des livres. Avec des livres, maison de la presse, librairie. Ma mère, Oui. il tient, il faut que voilà, Oui. parce qu'il y avait des livres, et un peu papeterie, si on veut être très très précis, mais ça n'a pas tellement d'intérêt. Si je voulais une gomme, par exemple, hop, bah, elle était à disposition. Oui, voilà. Ça peut être pratique. Et puis, Donc ouais, j'ai grandi dans les bouquins, dans les revues. à 21 ans, vous suivez les cours de théâtre, Ouais, cours Florent. ouais, À 30 ans, vous entrez à France Inter. ouais. Et alors, comment vous avez connu Charline Vanhoenacker?
Parce que sa notoriété était grandissante. Donc, Oui. on ne parlait Vous êtes que tombé aussi sous le coup de foudre sous de le charme. Patrick Il se trouve que Cohen. Patrick Cohen était déjà sur le coup. Donc on va Oui. pas raconter non plus la vie privée Non, ça ne nous intéresse pas. d'une station. Mais on s'est forcément croisés. Je l'ai remplacé quelques fois dans le 5-7. Et puis on a été boire un verre une fois avec Alex Vizorek, qui était un peu notre entremetteur. Et là, tout a commencé. Et Et notre là- vie a changé. Ça a basculé vers Voilà. tout ça pour aboutir ici, face à un peu Ouais, une ouais. finalité d'être devant vous aujourd'hui, Antoine, Alors, dans ce bel endroit. je- On s'est dit suis- qu'après, on arrêtait notre carrière. Hein. Après, Après avoir donc, croisé Antoine à Limoges, moi, on s'est dit, je suis fan. c'est le des- climax. Voilà, on y est. Moi, Quoi. Oui, je, oui. moi, Pardon je suis- Antoine, est-ce qu'il faut à un moment donné Excusez-moi, trois vous laisse fois parler. répéter la question pour qu'il l'entende. arrêter- On t'écoute, Antoine. On Laissez- t'écoute. Est-ce qu'on Bah, doit très, te très vouvoyer simple, ou te Je préfère le tutoyer, dire à Antoine tous les... Non, on se vous voit. On se vous Très voit. bien. Ouais, mais On ne se connaissait pas à la maison de la presse de Chenauve. Je vois pas pourquoi on de se tutoie. Jussé On en vous écoute, Haute-Saône. Antoine. Alors, la question, c'est facile, c'est très facile de faire un entretien avec ces deux personnages. Le micro-trottoir. Oui. Vous avez démarré par le micro-trottoir. Non, Il y a- mais j'en fais aujourd'hui. Non, Oui. mais vous êtes hyper mal renseigné, Antoine. Non. on voit qu'il y a une lacune au niveau du travail préparatoire qui n'a pas été fait. Bon, ça n'a très pas bien. été fait, Quand Antoine. est-ce que Ça a vous avez été fait un démarré petit peu à le- la va-vite. Quand est-ce que On vous s'est dit, avez je reçois démarré les le deux coups demain, micro-trottoir ça va rouler, et on est un peu en dilettante. Quand est-ce que vous On avez s'est démarré préparé sur le costume, on a mis du bleu, blanc, rouge, on est content de son petit effet, mais C'est le dernier jour Mais ça pour ne- Antoine mais ça ne aussi. Il est suffit pas, fatigué, Antoine. regarde. Il a reçu plein de grands auteurs pendant toute une semaine. ouais, il finit par Est-ce que vous Voilà, pouvez, il est-ce que s'est vous- dit, je vais me détendre. est-ce que et vous nous, pouvez être l'embête. d'accord avec moi que les micro-trottoirs, comme chaîne invisible ou je sais pas quoi, toutes ces histoires-là, et paf, c'est très drôle. Ah, souvent, c'est drôle, ouais. C'est Ouais. le niveau zéro du journalisme. Pourquoi? Parce qu'on peut dire, absolument faire dire ce qu'on veut à un micro-trottoir. Il suffit, Oui. par exemple, si on est Jean-Pierre Pernaut, on dit qu'est-ce que les Français pensent de la grève? Il va sur un quai de train, Oui. et puis il garde que les gens qui disent les grévistes, c'est des enfoirés. C'est- On voilà. est pris en otage. Oui. Et voilà, et puis on peut faire exactement l'inverse en gardant que les gens qui disent moi je soutiens les grévistes. Oui. Donc ça n'a absolument aucun intérêt journalistique. Donc c'est du dirigisme. C'est du dirigisme, et du coup, moi, je l'utilise pour m'en amuser, quoi. Moi, c'est assumer que je garde vraiment que les trucs qui m'amusent le plus, quoi. Et là, on vous accueille pour votre deuxième roman, Le Roi n'avait pas ri. Très belle couverture, hein, Ouais. je trouve, ce triboulet avec son bonnet et ses grelots. Et son teint jaune, un peu, ouais. Très, très belle couverture. Et j'ai, moi, beaucoup aimé votre roman. C'est gentil. Je retire tout ce que j'ai dit avant sur le travail préparatoire. Je trouve Non, que vous êtes un, non, 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 vous êtes non, un non, formidable je intervieweur. ne changerai pas d'avis. J'ai beaucoup aimé ce roman C'est gentil. qui parle d'un personnage historique triboulet Ouais. que Louis XII engage à sa cour. C'est ça. Avec vous l'avez lu, Charlie? Bien vous sûr, pouvez- je l'ai lu. Vous pourriez poser Oui, les oui. questions ou répondre peut-être même à la place. Je lui en ai du- posé, voilà, d'ailleurs. ouais. Je lui en ai posé Oui, c'est d'ailleurs. vrai, Dès, c'est dès vrai. que j'ai terminé l'ouvrage, j'avais qu'une envie, c'est de lui poser plein de questions parce que c'est passionnant. Il y a le côté historique déjà. Moi, Oui. je ne connaissais pas ce triboulet, Ouais. puisqu'on parle de fou du roi comme Non, ça, mais lui, il réexplique alors- vraiment ce que c'est qu'un fou du roi. J'ai découvert qu'au départ, le fou du roi, c'est quelqu'un qui est juste fou en réalité. Et puis je lui ai posé pas mal de questions. Je lui ai demandé mais qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce que tu avais comme élément de Triboulet? Quelle est la partie romancée? Qu'est-ce que tu as de sûr sur ce personnage? Enfin, c'est passionnant. Et il y a aussi il y a un côté un peu. Ça te donne aussi un petit côté essai sur l'humour, parce qu'il y a beaucoup de considérations sur l'humour, sa relation au pouvoir, etc. Donc, Oui, alors moi, ce qui m'a intéressé, c'est. Donc Guillaume Meurice. Moi- non, mais ce qui m'a intéressé, c'est bien ce qu'il dit au départ. C'est bien la pire folie que de vouloir être sage dans un monde de fous. Ah, Vous parliez pour vous, là aussi. je parle pour tout le monde. Hein. Qu'est-ce que c'est être fou? À partir de quand on est considéré comme fou? Et qu'est-ce qui est le plus sage? Par exemple, Triboulet, dans le livre, se pose la question, lui, on le considère comme un fou. Et après, il va sur une place publique, il y a un mec qui se fait mettre à mort à coups de masse. Il se retrouve sur un théâtre de guerre, puisque le roi l'emmène à la guerre, il voit des gens qui s'entretuent, il se retrouve sur les scènes de chasse. Enfin, tout autour de lui paraît complètement fou, et c'est lui qu'on accuse d'être fou. En tout cas, on dit de lui qu'il est fou. Oui. Donc c'est une question de perspective. À quel Alors- moment on est fou, à quel moment on est sage? Oui, alors moi j'ai beaucoup aimé, c'est pratiquement le tiers du livre, c'est comment il est élevé. On Ouais. n'est pas dans Les Misérables parce qu'on est beaucoup avant Les Misérables, Ah oui. mais il a des parents horribles, il est banni de la société, les parents auraient préféré qu'il meure,
il est laid, d'ailleurs il n'a même pas de prénom, Ouais, il lui donne un prénom. il est Ouais, laidron et tout. Il Vous est a- difforme, surtout. Ouais, il est Eh ben, il a une bosse, évidemment. Ouais. Alors, on retrouve après ça dans l'œuvre. Hugo, Shakespeare s'en sont inspirés de Ouais. Triboulet. Je croyais Verdi de moi, aussi. je pensais que tu... Pardon Je pensais qu'il s'était inspiré de moi, mais non. Bah, Oui, peut-être. Alors, vous avez connu Verdi, je crois, Guillaume Meurice. Ça, ouais. Donc, Verdi en a fait un opéra que moi je trouve Ouais. extraordinaire, sensible, émouvant. Bon, avec un personnage très fort, très, très blessé. Et vous, le début du livre, c'est ça. Il est blessé. Il Ouais. n'existe pas. Il est pouilleux, il est rien. Il y a même quelqu'un dans la rue, je crois, qui dit tiens, voilà la gargouille qui s'est détachée. Qui est-ce qu'il y avait comme archive sur lui? Rien. On sait juste à peu près les dates de son existence. On ne sait même pas combien ils étaient, parce que Triboulet était potentiellement... Enfin, il faudra mettre du conditionnel partout, mais Oui. le nom générique donné à ces bouffons à ce moment-là. Alors, on sait que, par exemple, on a une trace de Triboulet dans un livre de comptes et de dépenses. On sait que son frère était embauché au château, ce que je mets dans le livre, parce qu'il y a un livre de dépenses où c'est marqué Nicolas Le Férial, c'est son vrai nom, entre parenthèses, frère de Triboulet, et puis la somme. Donc les traces qu'on a, c'est ça. La manière dont ils étaient vêtus, on le sait, parce que pareil, il y a quelques traces avec marqué telle étoffe pour Triboulet. Oui. Mais vraiment, c'est léger. Il y a beaucoup Heureusement de- que la comptabilité était bien tenue, sinon Ouais, tu n'avais ouais. rien au C'est départ. vrai, c'est exactement ça. Ouais, ouais, ouais. Merci le pognon. Hein, Alors, il y a- Big up à tous les comptables. Il y a- Vous il y a- laissez des traces dans l'histoire. Hein. Sinon, on n'aurait même pas su qu'il existait. Racontez-nous, Guillaume, le premier contact avec Louis XII. Il est dans la rue. Ah oui. Louis XII va arriver, le peuple est heureux, enfin est en train de fêter Ouais, ouais. la fête à Blois. Louis Arrive XII décide XII, d'installer la cour à Blois. et ouais, il ouais. rencontre, racontez comment, Et il rencontre Triboulet. Alors, il le rencontre par l'intermédiaire de Levernois, qui, est donc, qui va devenir après le gouverneur de Triboulet, c'est-à-dire celui qui lui enseigne lire, écrire, compter, etc. Et il se trouve que Levernois le connaît puisque Triboulet a sauvé la vie voilà. au fou officiel Oui. qui officiait donc à la cour à ce moment-là, qui s'appelle Cayette, qui est un vrai Cayette. personnage historique qui a vraiment Ouais. existé et qui, lui, était fou, dérangé, handicapé mental, on dirait aujourd'hui. Handicapé du langage aussi. Et du langage, et, voilà, et qui était maltraité par des gamins dans la rue. Triboulet le sauve en faisant dégager les gamins. Levernois voit ça, et après Levernois présente Triboulet à Louis XII. Oui. Et Louis XII dit bah, t'as qu'à venir avec nous, ça fera un fou de plus. Non. Ah non. Il lui dit comment t'appelles-tu? Ah oui, ah d'accord. Non mais on est sur la- attendez, j'ai lu votre livre, Ouais, Guillaume Meurice. ouais, très bien, très bien. Faudrait que je le lise aussi, moi. Bah oui, Ça m'aiderait, faudrait ouais, à peut-être le répondre lire. aux questions. Il lui dit comment t'appelles-tu? Il lui dit- Et il lui répond Oh, je ne m'appelle jamais. voilà. c'est ça. Bon, et une autre phrase essentielle que je trouve formidable, comme la chute d'un opéra, ou la chute d'une nouvelle, ou la chute d'un bon roman, Charline Vanhoenacker, Ouais. c'est sur la mort. La mort de Triboulet. Comme il est déchu, comme il est banni, on lui avait dit attention, Il y a une tu ne limite. faudras jamais te moquer de l'épouse, Ah oui, la mort de, pas physique, de la parce que je reine, me Oui, c'est ça. de la Oui. reine et des maîtresses du roi. Exactement. Bon, et à la fin de sa vie, cette Attention, phrase, vous allez spoiler là. Bah oui. Vous À allez la- divulgacher, Antoine, attention, à la attention. fin de- Il va divulgacher. à la fin de sa vie, Coupé. que lui dit le roi, Guillaume Meurice? Ah bah non, c'est la fin du bouquin. Ben si, il faut le raconter Ah bah parce non, que mais c'est. Antoine Mais si, il faut le raconter, Mais c'est non, très beau. raconter la fin Mais du non, livre. ça tient parce qu'il y a, on a envie de tourner les pages pour savoir pourquoi le roi n'a pas ri. Vous racontez pas la chute de l'opéra de Verdi quand ça se raconte pas. Ça, non. Ou alors chantez-la. Non, je ne vais Bon, pas la voilà. chanter. Je pourrais vous chanter Cortigiani, tout ça, mais bon, on n'est Ouais. pas là pour ça. Ok, dommage. On est là pour vous. Ok, d'accord. Bon, voilà. Ça fait un peu slogan politique Ouais. d'ailleurs. Ça, Je suis là pour vous. Non, on a Voilà. envie de savoir Non. pourquoi il a pas ri. Mais oui, Mais oui. Bon, bah d'accord, ok. pour 20 euros, enfin, c'est rien. Guillaume Meurice, vous avez eu un plaisir à écrire ce livre. Oui. Bah, Ça- sinon, je l'aurais pas fait. Non, ça se J'ai pas sent tellement le sens vraiment. du sacrifice. Et je trouve ça, si vous voulez décrire un roman historique, parce qu'on va l'appeler comme ça, enfin, les libraires aiment bien les gens. voilà. Mais ça dit plein de choses de la Renaissance. Moi, j'ai trouvé que il y avait l'odeur, il y avait les images, il y avait, l'écriture de Guillaume est remarquable en ça Et qu'on très est vraiment précise. plongé hein, dans la. vous- Oui, bien c'est sûr. très très précis. C'est pour ça que j'ai beaucoup aimé le début du livre. Vous allez me dire avec votre mauvais esprit que je n'ai lu que le début du Ah bah livre, non, parce que je sais que alors vous que je connaissez voulais la fin. parler de la fin. Non, vous avez vraiment un style, une langue vraiment particulière de précision. On est à la cour de Louis XII, Ah oui, on c'est ça est que je voulais, ouais. François Ouais. Ier, on est à Blois, on est dans les guerres, on est dans cette période d'une violence, d'une férocité terrible, quoi, parce que la ville de Blois, ce n'est pas que le château et la cour, hein. C'est aussi les bas-fonds, les prostituées qu'on relaye au faubourg. Ouais. Non, c'est
C'est un très, très beau livre. J'ai pris plaisir à l'écrire, du coup, je voulais que les gens aient plaisir à le lire. Donc, j'ai Oui. dit le maximum de choses Mais qui vous permettent de se plonger dans cette époque. Vous l'aviez en tête, ce personnage, depuis longtemps? La figure du bouffon, oui. Ce personnage-là en particulier, non. C'est quand j'ai discuté avec mon éditrice, Clara Dupont-Mono, pour ne pas la citer, et qu'elle m'a dit sur quoi tu aurais envie d'écrire. Je dis, il y a une figure qui m'intéresse, c'est le bouffon. Et quand j'ai commencé à me renseigner, Triboulet, c'était le nom qui revenait le plus souvent, notamment grâce à Victor Hugo. Et Rabelais un peu. Et donc je me suis dit, bon, allez, allons-y sur Triboulet. Et la période était intéressante parce qu'à la fin du Moyen-Âge et début Renaissance, il se passe plein de trucs. C'est les débuts de l'imprimerie, etc. Donc je dis, allons-y. Alors, il y a une définition, la fonction de Triboulet. Vous allez me dire si vous la partagez, Charline Vanhoenacker. Je vais lire, parce que vous avez Moi, été... je partage tout ce que dit Guillaume, en général, de toute façon. Donc, Bon, alors donc... je ne suis pas très objective, vous mais allez me allez-y. dire ce que vous en pensez quand même. Le Vernois parle à Triboulet. Demain, le roi donne un grand tournoi, il te veut près de lui. Je ne sais point ce qu'il te trouve, à part que tu le fais beaucoup rire. Il répète en boucle. Est-ce que tu te sens bien? Tu as de la chance d'être complètement idiot. Je souris en tordant ma bouche et mon nez pour ne pas démentir le Vernois. J'avais eu de la chance. Je n'étais pas passé loin de représailles injustes d'un maréchal aux abois. Les fortes têtes du royaume étaient-elles si faibles qu'elles craignaient d'être anéanties par une simple farce? Ou possédais-je un si grand pouvoir? Celui de mettre à nu les prétentions, de faire tomber les masques des apparences. Alors que j'y repense aujourd'hui, cela me fait sourire. À l'époque, je découvrais tout de ma nouvelle fonction. Pour fendre l'esprit de sérieux, tourner en dérision les fastes du pouvoir, son ridicule, ses codes, ses rituels, presque sans limite, presque, comme si la liberté totale résistait, si proche et si lointaine, sublime et inaccessible. Oh, c'est toi qui as écrit ça? C'est fort! C'est fort. C'est bien lu aussi, je dois Oui, dire. c'est vrai, Antoine. Vous bien avez lu, très là. très bien lu. Ouais, ouais. C'est bien écrit. Ouais, ouais, ouais. Eh ben, C'est là la fonction de Triboulet. Oui, et la manière dont c'est écrit et dont Guillaume le raconte, c'est là où je dis il y a un côté un petit peu essai sur l'humour et sa relation au pouvoir. C'est que si vous lisez des essais comme, il y a quelqu'un que je cite souvent qui est Cynthia Fleury, dans un essai qui s'appelle Les Irremplaçables, il y a une dizaine de pages sur la relation du pouvoir et de l'humour. C'est également ce qu'elle dit. Que l'humour ou le fou peut faire un peu peur au pouvoir, mais aussi le pouvoir s'en sert. Et là, les rois et sont flattés, et aujourd'hui encore ceux qui nous dirigent, Emmanuel Macron, etc., sont entourés de gens qui les flattent, qui les flattent, qui les flattent. Il faut que pour qu'ils puissent garder un tout petit peu les pieds sur terre, avoir au moins une personne qui leur renvoie ce miroir en prenant ce décalage. Donc c'est un rôle très ambigu parce qu'à la fois on vous tend un miroir et vous redescendez un petit peu les pieds sur terre, et à la fois vous êtes instrumentalisé, vous êtes un peu parfois l'idiot utile pour dire ce sujet a été abordé, vous voyez, puisqu'il a été abordé sous le sujet de la blague, donc ça ne fait mal à personne. C'est-à-dire que l'humour est une manière de faire une sorte de petite révolution et de développer un imaginaire sans faire de mal. Pas toujours. Si c'est bien fait, ça ne doit pas faire de mal. Télérama a consacré un long article à la publication d'un livre que vous avez sûrement lu, publié aux éditions du CNRS, L'Empire du rire. Pourquoi ça vous fait rire, ça? Non, ça ne l'a pas forcément bien lu tout. Vous avez, il paraît que je peux c'est très vous envoyer, intéressant. Guillaume, Oui, moi, j'ignorais. la critique de Télérama. Mais grand article, 3 pages, que 2 profs de littérature française ont écrit et une trentaine de spécialistes sur l'Empire du rire. Le rire se donne comme une réaction libératoire face à des dangers, des angoisses. Il sert à se défouler tout en rapprochant les gens. Wow, ça fout la pression, ça. On ne savait pas qu'on faisait tout ça. Nous, à la base, on lit des blagues carambar. C'est Toto qui va au marché, tout ça. Oui, ça rapproche pas les gens, Toto et les carambars? Bon, je ne sais pas si ça... Il dit ça vraiment que ça rapproche les gens. Je ne sais pas si c'est la fonction de... Ils disent ça, ils disent aussi que l'humour se libéralise sur certains aspects et se crispe sur d'autres. Oui, donc en fait, ils disent tout et le coup. Non, je veux pas, pardon, faut que je lise le livre avant. Non, mais tu vois, c'est... En tout cas, la partie à laquelle moi j'adhère, c'est la première partie qui dit que ça permet d'affronter la réalité.
que ça peut être une espèce de soupape. Et que ça permet de prendre distance avec la réalité. Donc, c'est la fameuse phrase de Romain Gary dans La promesse de l'aube, où il dit l'humour, c'est une manière de déminer le réel et d'affirmer la supériorité de l'homme sur ce qui lui arrive. Donc, c'est-à-dire qu'on voit la météorite arriver, on va se la prendre en pleine gueule et on fait une blague. C'est pour ça qu'on rit devant la mort et qu'on n'a jamais parfois autant envie de rire face à la mort, par exemple. C'est une manière de ne pas subir. Ouais. Le rire a tout envahi et occupe une place centrale dans l'ensemble des médias. Ça, évidemment, si. Ah bah oui. C'est vrai que si on compte tous les ministres qui sont extrêmement drôles, vous êtes aidés les philosophes et les intellectuels qui commencent à faire des blagues matin, midi et soir. Et par les premiers ministres aussi. Oui, bien sûr. Non, mais ils sont tous très drôles. Ils sont parfois plus drôles que nous, même souvent, je dirais. Est-ce que vous savez que les associations de consommateurs, les grands pouvoirs de la consommation, on consomme bien mieux quand on est diverti? Les publicitaires ont compris ça depuis longtemps, c'est sûr. Oui, le divertissement de masse, etc., l'abrutissement et tout, c'est pas nouveau. Je sais pas si depuis Roland Barthes ou depuis Debord, etc., on le sait. Les grandes cibles classiques du rire hexagonal. Je vous parle du livre, comme ça vous n'aurez pas besoin de le lire. Mais si, l'étranger, la femme et le rire anti-religieux. Ça, c'est quoi les trois? Les classiques du rire. L'étranger. Vous êtes d'accord avec ça? Mais à quelle époque aujourd'hui? Oui. Religieux, oui, parce que c'est toujours. Oui, le religieux, depuis Harakiri, Charlie Hebdo, etc., le religieux est une cible. En fait, c'est hyper difficile. Enfin, je l'ai pas lu. C'est hyper difficile ce qu'ils font comme exercice parce que c'est hyper difficile. Ils sont mis à 40, hein. Ouais, oui. Ils auraient peut-être dû aller... la femme, oui, parce que il y a d'ailleurs un ouvrage, j'ai oublié malheureusement le nom de l'historienne qui était au Collège de France, sur le rire des femmes, que j'ai pas encore lu, mais que j'ai acheté, que je voudrais lire. J'ai lu un petit peu son interview, c'est dans le Figaro, je crois, où elle explique que le rire, c'était l'homme, ce sont les hommes qui riaient et qui aiment rire en public, et que les femmes n'étaient pas forcément autorisées à rire, elles riaient entre elles. Et c'était caché ces dents que je ne saurais voir. Quand j'ai commencé à m'intéresser à l'humour et que j'allais voir par exemple au caveau de la République des spectacles, il y avait quand même beaucoup de spectacles. C'était, dis donc, vous savez pas ce qu'elle a fait, ma femme. Oui, donc la femme a toujours été. Ça a changé. Le théâtre des deux ânes. Oui, ça a changé maintenant. C'est pour ça que je demandais le théâtre des chansonniers, le théâtre des deux ânes. Oui, alors effectivement, si le CNRS commence à faire une typographie de l'humour depuis 50 ans. 20e et 21e siècle. C'est sûr que jusque dans les années peut-être 80, jusqu'à la fin des années 90, il y a dû certainement avoir beaucoup de spectacles où c'était disons que ma femme, tu ne sais pas ce qu'elle m'a préparé. Mais de toute façon, l'humour, c'est du commentaire de la réalité, du commentaire de la société. Donc ça évolue forcément avec la société. C'est ça qu'ont pas compris des gens comme Xavier Gors, par exemple. C'est amusant d'en parler. J'aime bien faire une petite transition. Non, mais c'est ça. Formidable transition, parce que je suis un professionnel. Que hier, j'ai fréquenté les belles librairies de Limoges et j'ai acheté le tract de Xavier Gors, Raison et dérision. Vous faites bien de m'amener sur ce sujet passionnant, parce que ce dessin publié dans Le Monde lui a valu une démission et une pétition des centaines de milliers de lecteurs du Monde, si on en croit la rédaction. Ce dessin, si j'ai été abusé par le demi-frère adoptif de la compagne de mon père transgenre devenue ma mère, est-ce un inceste? Est-ce que ça vous a fait rire? Moi, perso, non. Non plus. Mais ça arrive qu'un dessin passe à côté et fasse pas rire. Il y a des dessins de Xavier Gors que je trouve amusants et qui me font rire. Celui-là m'a pas fait rire, mais ça arrive très souvent. Le rire, c'est quand même le risque. Ce qu'écrit Guillaume dans son roman, d'ailleurs, avec Triboulet, c'est que le pire, c'est l'indifférence, en fait. C'est une phrase qui m'a marquée dans son bouquin. C'est que, au moins, la qualité du dessin, au moins la qualité de ce dessin, c'est qu'il a fait réagir. Il y a eu un débat. Donc moi, je l'estime qu'il est raté, parce que moi, je pense qu'un dessin de presse doit faire rire, mais ça arrive qu'on rate des dessins. Tout le monde rate des dessins, et nous, on rate des chroniques, et voilà. Mais je pense que le pire, c'est l'indifférence. Et donc, ce qui s'explique. Donc vous allez être d'accord avec celui-là. Désolé, je vous aurais bien défendu, mais selon Twitter, vous êtes coupable. Alors,
ce dessin ne me fait pas rire parce que c'est du Ah bah, premier j'ai de la degré. chance, hein. Non, non, J'aurais peut-être pas dû acheter non, mais ce livre. alors. il n'y a pas ses meilleurs dessins dans son tract, ça lui rend pas hommage, je pense. Non, mais sa réflexion est très intéressante. C'est une réflexion, mais pour moi, au premier degré, là, il y a un peu sa rancœur qui revient. Et donc moi, il manque une blague, c'est-à-dire la blague qui doit mettre la distance entre le fait et son propos, la manière dont il rend. Donc c'est ça qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas de blague. Alors, dans les 80 chroniques là, que vous avez publiées, moi, je trouve ça formidable parce que ça nous remet en mémoire plein de choses. C'est presque là, moi, je souhaite que les étudiants de sociologie, je mets la barre Oula. très haut, Charline Vanhoenacker, Oulala. vous lisent dans 20 ans. Ah oui, je suis d'accord avec ça. Moi. Ouais. On est deux déjà. Ouais, ouais. Et elle n'est pas d'accord. Bon, Non, mais c'est pas que je suis pas d'accord. Je suis très flattée par ce que vous venez de dire. c'était pas pour ça. Hein. Non, je sais pas, sais voilà. que vous Moi, n'êtes c'était pas là un pour peu pour flatter. flatter quand même. Non. Moi, je pense j'ai que eu un coup de foudre avec Patrick Cohen aussi. Voilà. J'ai repris que des chroniques qui étaient tout à fait, qui étaient pour moi sociétales. J'ai Voilà. pas voulu faire un bouquin avec. Il y a très peu de politique finalement, parce que le théâtre politique a complètement changé. Et si Oui. on vous parle aujourd'hui des ministres, le bouquin n'est plus valable dans un mois parce que les ministres ils valsent comme Manuel. voilà, exactement. En revanche, c'est un instantané de la société aujourd'hui. Ça s'appelle Debout les damnés de l'Uber parce que c'est l'ubérisation, c'est le fait qu'on note tout. Il y a un moment, Agnès Buzyn, quand elle était ministre de la Santé, avait émis l'idée qu'on puisse noter les hôpitaux. Ouais. Donc vous m'avez vachement bien opéré, la suture a été parfaitement faite, mais Le café était bon. aviez mauvaise haleine, je vous retire une étoile. Quoi. TripAdvisor de... C'est le TripAdvisor de l'hôpital. Ouais. Et donc tout ça, oui, peut-être que si on le lit dans 20 ans, on va se dire mais c'est pas vrai qu'on avait pensé à ça, ou effectivement on l'a fait et on avait dit oh, il faut freiner, là, on va dans le mauvais sens. Non, non, Donc c'est pour ça que c'est sociétal, parce que et je pense que c'est même plus politique que si je parlais des politiques, parce qu'aujourd'hui, ce qui est politique, et c'est avec quoi on vote, c'est avec notre index maintenant. Ouais. Alors évidemment, on vote toujours, et pour moi c'est toujours Ouais. important d'aller voter, glisser le bulletin dans l'urne, mais aujourd'hui on vote avec l'index. J'ai l'impression qu'avec d'un index dédaigneux, on peut créer un burn-out dans un entrepôt Amazon à Arras, en fait. D'un coup d'index, on commande des choses, etc. Et il y a un type dans un entrepôt à Arras qui n'a même pas le temps d'aller aux toilettes. Il est obligé de pisser dans une bouteille parce qu'il doit être rentable. Il doit mettre des suivre ses cartons dans un véhicule. Et là, il y a une autre personne qui est aussi obligée de pisser dans une bouteille dans son véhicule parce qu'il a 200 cartons à livrer. Et c'est ça aujourd'hui Et en plus, le tu vas pouvoir. lui mettre une étoile Et en sur plus, tu 5 vas dire, parce ah bah, faisait la gueule. il avait dit qu'il arriverait à 8h et il est 8h40. Alors là, il n'aura pas son étoile, le gars. Alors, vous épinglez quand même quelques politiques. Hein. Oui, bah ça. Bah oui, non, mais c'est dans vos, Ah oui, c'est dans vos ça, chroniques. ça, on peut pas Alors s'empêcher. peut-être plus de droite que de gauche, mais vous allez me dire, enfin Guillaume Meurice me l'a dit avant l'émission, de toute façon Antoine, les politiciens de gauche sont très peu nombreux, donc on est obligé de se moquer des politiciens de droite. C'est vrai qu'on les entend plus tellement à gauche, donc c'est Bah difficile de se moquer parce qu'ils sont inexistants. Donc Alors il y en a qui font plus rire que d'autres, tant pis s'ils nous écoutent, ou plutôt tant mieux, il le Ouais. saura ce que j'en pense un peu, Dupont-Aignan. Est-ce qu'il fait plus rire ou moins rire que les autres, Dupont-Aignan, ça? Les dessinateurs de presse ont un gros problème avec Dupont-Aignan, ils n'arrivent pas à le dessiner. Ouais, c'est vrai qu'il est Ah bon difficile. Ouais, ils n'arrivent pas à le caricaturer. Il est trop banal. Bah, ils disent ça. physique, je veux dire. Ouais. Ah, il a un côté C'est marrant, ils lisse arrivent pas. physiquement. Ouais, Oui. c'est vrai que pour un caricaturiste, ça doit pas Ouais. être évident. Ouais, ils galèrent. Ouais. ouais. Alors quel Mais est je l'homme crois que c'était pas politique ça. qui vous amuse le plus, que vous avez envie de chroniquer et de faire rire? Oh bah il y en a Bah, plein. Macron, c'est le plus caricatural, c'est le chef oui, c'est du pain béni pour Ouais. les Non caricatures. mais souvenez-vous, enfin vous étiez pas né, ou tout petit, je crois que vous aviez 2 ans. Castaner à la est maison assez de la presse de marrant, Chenôve, Guillaume Meurice, Ouais. c'était Georges Marchais qui nous faisait rire. À nous. Ah Vous vous oui, souvenez de oui, Georges oui. Marchais Bah, parce qu'il Bien avait sûr. une façon de parler. Mais il était déjà un oui, peu une faconde, caricatural. ouais. Il en jouait de Oui, il ça, en d'être jouait, caricatural lui-même. Mais ils en jouent tous. Sylviane ou Liliane fait les valises. Ouais, Bien ouais, sûr, c'est on les rentre à phrases, Paris, mais bien c'est sûr. mignon. On rentre à Paris. Ouais. À part le taisez-vous et le cabache, qui c'est apparemment une légende. Mais, Oui. Oui, Non, Liliane, j'ai trouvé ça passionnant et j'aimerais comment vous avez voulu. Non, d'abord, comment vous écrivez une chronique? Comment ça se passe dans votre carrière d'écrivain? Vous avez un sujet, vous l'écrivez dans la journée, parce que c'est souvent à chaud. Expliquez-moi ça, j'aimerais comprendre. Alors, moi, c'est particulier parce que je suis dans la matinale, je suis coincée, j'ai 2 minutes 15 coincée entre l'interview de Léa Salamé. Donc il y a un nombre de signes. Oui, il y a un temps, mais c'est pas que ça, c'est que je suis coincée entre une interview qui va donner une certaine humeur au moment où on l'écoute, à l'auditeur,
et l'ouverture du journal de 8 heures. Donc je suis coincée entre deux blockbusters. Vous êtes Pour après parler français. la revue de presse d'Askolovitch, non? Non, moi je suis juste avant 8 heures. Ah d'accord, oui. Voilà. Il y a un humoriste qui est juste à 9h, mais Oui, moi je suis à 8h. Donc oui. je suis dans un carrefour qui est à la fois très écouté et qui est coincé entre une grosse interview Oui, et l'ouverture du journal. oui. Donc j'ai déjà une contrainte qui est que peut-être que l'invité qui est là et qui va rester pendant ma chronique a parlé de quelque chose de grave ou à parler de quelque chose de léger. Donc j'ai déjà cette contrainte de non seulement de suivre l'actualité, d'essayer de deviner dans quelle humeur on sera le lendemain, de tenir compte de l'invité, de tenir Donc compte vous de... écrivez votre chronique la veille Donc alors. je l'écris la veille, donc j'essaye de sentir tout ça la veille, ce qui n'est pas Oui, évident. oui. J'ai l'idée du sujet, j'ai une idée d'axe, et ensuite, moi je travaille avec de co-auteurs, Oui. parce que j'ai aussi la contrainte de produire une émission d'1 heure l'après-midi. Oui, oui. Et donc moi, au moment de... J'écris après l'émission, donc à partir de 18h pour le lendemain matin, à un moment où je commence déjà un peu à décliner. Et donc il faut que l'après-midi, j'ai déjà pensé à mon sujet, pensé à l'axe, eu 2-3 idées de blagues pour appeler Bu 2 un whisky co-auteur ou avant l'autre. l'écriture. Pardon Bu 2 whisky ou 3 bières. J'évite parce que sinon on ne tient pas sur la longueur. J'ai une vie de mois de soldat pendant la semaine pour éviter ça. Et donc sur cette base-là, je leur dis amenez-moi des idées, je vais aller dans ce sens-là, j'ai ça comme idée de blague, qu'est-ce que vous en pensez, etc. Et puis eux, et on écrit à plusieurs parce qu'il y a plus d'idées dans la tête de 2 ou 3 personnes que dans une, et parce que j'ai cette contrainte aussi de faire l'émission. Et donc je ne peux pas... parce que moi je suis là, Guillaume est là aussi tous les jours. Lui, il écrit seul. Moi, comme j'ai tout ça à gérer et que j'écris tous les jours, et moi je me sens aussi... On est aussi pas mal comparés aux autres chroniqueurs de la chaîne qui sont nombreux et qui ont une chronique par semaine et qui ont le temps de réfléchir. Et donc moi je me sens cette pression de ne pas faire baisser la qualité et pourtant j'ai énormément de travail, mais ça ne peut pas être une excuse. Il faut que la chronique soit la meilleure possible, et donc je travaille en coécriture. Très bien. Et quand vous dites que ça vous est arrivé de rater des chroniques, comment vous sentez ça? Comment vous sentez qu'elle est ratée? Déjà le choix du sujet, quand parfois il n'y a pas beaucoup d'actualité, faut aller chercher un sujet ailleurs, et puis il ne résonne pas très très bien avec l'humeur autour de la table. Généralement, ce n'est pas raté parce que j'aurais franchi une ligne ou j'aurais raté forcément une blague, mais ça peut être l'humeur générale aussi. Il y a des chroniques qui sont... quand je fais 4 chroniques par semaine, il y en a forcément une qui, j'espère, est bonne, une qui est la moins bonne et 2 qui sont moyennes. J'imagine que c'est un peu comme ça le ratio. Cela dit, le public qui vous suit, ça ne doit pas le gêner, parce qu'on sait que c'est le travail du journalisme. Il y a des romans réussis, il y a des romans un peu moins bien dans la carrière d'un écrivain. J'essaye de faire en sorte qu'elles soient toutes bonnes, et c'est pour ça que je travaille aussi avec Alors moi, des je co-auteurs. n'ai pas listé toutes les chroniques, parce que c'est à la fin du livre, mais il y a des sujets quand même où vous pointez l'atrocité de la vie actuelle. Le CDI intérimaire. Oui. C'est quand même... Votre regard est très juste. Hein. C'est déjà une connerie d'appeler ça le CDI intérimaire. Déjà, ça ne veut rien dire. Donc le sujet, il m'est servi sur un plateau d'argent. C'est féroce, cette société-là. Oui, c'est pas moi qui suis féroce, c'est celui qui a inventé le CDI, en fait. Oui, non, mais je ne dis pas que c'est vous, je dis que vous parlez de sujets graves. C'est pour ça que je dis qu'il faudra vous relire dans 20 ans. Vous parlez des quotas, vous parlez de la PMA, vous parlez de l'Aqua Alta à Venise. Vous parlez aussi de l'euthanasie. Il y a une chronique sur l'euthanasie. Mes meilleures blagues d'euthanasie sont dans le livre. Alors, la société de l'image, il y en a une, j'adore cette chronique que vous appelez Mon jambon star. Ouais. Je vais lire quelques lignes. Allez-y. Non, pourriez le faire? Non, allez-y, j'aime bien quand vous lisez bien, Antoine. Vous lisez hyper bien, non, Antoine. Vraiment. Guillaume Meurice, vous voulez lire la chronique? Non, je veux que ce soit vous qui lisez. J'ai ouvert un compte Instagram, mais vous savez ce que c'est, les réseaux sociaux. C'est délicat et j'ai fait une boulette. Non, je n'ai pas posé à poil, c'est pire. Je n'ai jamais pris mon assiette en photo. L'erreur du débutant. Même Benoît Hamon a déjà pris une photo de son kebab. Mais après, il a foiré, il l'a posté sur Twitter. Sur Twitter, tu ne peux pas photographier ton kebab, tu m'insultes, retourne sur ta broche, va te faire encrouter. Dans la société de l'image, il y a plus emmerdant que de rater son clafoutis. Il y a raté la photo de son clafoutis. Vous vous rappelez quand on allait faire développer nos clichés sur papier? Jamais on n'aurait pensé un jour immortaliser des lasagnes. Et puis à l'époque, un développement 24 poses valait plus cher qu'un lunch chez Maxim's. Ah oui.
C'est le paradoxe. Là, l'humour, c'est aussi relever les paradoxes. Et une fois qu'ils sont relevés, c'est la réalité qui est drôle, là, en fait. Et c'est pourquoi on a envie de quitter Facebook souvent, quand on voit que les gens qui vous envoient vrai. la photographie du chat ou du porc ou de la maison qu'ils ont louée en Grèce nous ennuient Alors, profondément. ce qui est amusant, je me rends compte en vous, Non, mais j'ai mal en lu, vous j'ai mal écoutant. lu. Non, non, pas du tout, justement. Je me rends compte. Donc, juste avant, on faisait une interview avec la radio RCF. Et une journaliste m'a dit quand on vous lit, plutôt que quand on vous écoute, il y a une gravité. Donc, c'est vrai que la chronique mise par écrit semble plus grave que quand parce que alors moi ce que j'essaye de faire, c'est de dire de prendre un ton léger. Mais c'est intéressant votre lecture, parce que ça montre qu'il y a aussi une forme de gravité dedans, en fait. Ah bah, il y a une gravité, mais dans toutes vos chroniques. Hein. Mais Peut-être. Guillaume, commentaire. Mais non, mais c'est normal. Par exemple, on rit que de ça, en fait, que de la gravité. Par exemple, quelqu'un qui perd son pantalon dans la rue, c'est hyper grave pour lui, quoi. C'est une situation dramatique. C'est pour ça que ça nous fait rire. Quelqu'un qui se pète la gueule, bon, là, c'est de la gravité. Il y a un jeu de mots, Antoine, je le vois venir. mais on rit de ça, donc on rit forcément que de ce qui est grave. Parce que si c'est pas grave, on s'en fout. Je peux vous faire un petit commentaire, moi, qui m'est arrivé. Je travaillais chez Grasset et j'avais un collègue. Et un jour, ça a duré 1 heure pendant tout un repas. On mangeait sur une terrasse, comme tous les Français vont faire à partir de lundi. Et il y avait un trottoir, et il y avait une merde de chien. Et on s'est marré pendant tout le repas pour regarder les gens marcher dans la merde de chien, pour l'étaler, pour l'éviter, pour remarcher dedans et tout. On rit de choses graves. Bah oui, sinon quoi d'autre? Non, ça vous fait pas rire l'histoire de la merde de chien que je viens de raconter? C'est visuel, pas la Non, lettre, parce que je réfléchis, bien sûr. Oui. Après, il arrive beaucoup qu'une chose qui ne soit pas grave prenne une ampleur tellement énorme que ce soit ça qui nous fasse rire. Ouais, c'est vrai. Je peux vous donner 2 exemples rapidement. Quand Jean Castex dit au détour d'un couloir et que ça revient dans le Canard enchaîné qu'on vaccine Sheila avec de l'AstraZeneca pour redonner confiance, on ne peut pas dire qu'il y a une énorme gravité, mais la chose prend une telle ampleur que ça, c'est drôle. Ou récemment, il y a un agriculteur en Belgique, à la frontière, qui a déplacé la borne frontière parce qu'il ne savait pas passer avec son tracteur. Il s'est dit, cette borne, elle m'emmerde, je ne peux pas passer avec mon tracteur, je déplace la borne. Il ne savait pas passer, ça veut dire qu'il ne pouvait pas. Oui, pardon. Je traduis. Résultat, il a agrandi la Belgique de 2,20 mètres. À partir du moment où plein de médias s'en emparent et que ça devient un article dans Le Monde, il n'y a absolument aucune gravité à déplacer une borne frontière pour faire passer son tracteur. Sauf que 2,20 m, c'est beaucoup. Le fait que ce soit relayé dans la presse et que ça prenne une ampleur nationale et que tout le monde en parle, alors là, il y a quelque chose d'extrêmement drôle et on peut commencer à faire des blagues là-dessus et à dire « je me désolidarise absolument de cette attaque à la nation française ». Quand on pense que les forces sont au Mali et qu'elles ne pourront donc pas riposter outre Kiévrin parce qu'elles sont sur le terrain Cela dit, il Sahel. Il n'a pas poussé Vous vous rendez compte, Antoine et alors là, on donne de la gravité à la chose. On ne peut pas laisser faire ça, Antoine. Ça, je m'en bats. Charline Van C'est bien, Honecker, un peu, là. il n'a pas repoussé la borne jusqu'à Waterloo. C'est vrai. Bon, alors, Chirac, Mais il déplace les bornes. il me Chichi, est-ce que vous saviez, Guillaume Meurice, Oh là là. Quiz. sous quel nom voyageaient Madame Pompidou et Madame Chirac en utilisant les billets d'avion payés par... Par l'État, par le contribuable français, Aucune bien idée. sûr. Non. Là, ça va être marrant, ça. Ah oui, ça va être marrant. Vous savez quoi comment elle le réservait? Non. Au nom de Madame Pompichac. Pompi D'accord. comment Chac, Pompichac. Ça vous fait pas rire? Pompichatte. Sérieux? Pompichac. Ben, ils rient les autres, hein. Madame Pompidou, Guillaume Meurice rencontre Madame Chirac. Ah, c'est. Elles montent dans nos un avion valises. toutes les deux. Pompichac, À quel nom Pompichac. elle réserve pour surtout passer incognito? Mais, oui. Pompichac. Mais vous avez fait les cours d'humour de Xavier Gors, Antoine. C'est Comment ça. vous le savez? Parce que je reconnais le style. Il manque un pingouin mal dessiné, puis vous y êtes. Je vais aller être animateur au point, alors si ça continue. Vous filez du mauvais coton, Antoine, attention. Il nous reste peu de temps là pour terminer Ouais, l'entretien. ça c'est intéressant parce que pourquoi on a ri, ça c'est, tu vois, ça a créé un malaise. Et du coup, c'est le malaise qui nous a fait rire. Ça, c'est C'est-à-dire vachement que intéressant de. Moi, ce qui m'amuse le plus, c'est que c'est eux, tous Oui. les appariteurs qui sont là, Oui. ont de l'humour. Après, ils sont en train d'écouter Rire et Chanson en même temps aussi. Ça Oh. explique peut-être. Charline Van Honecker, posez une dernière question à Guillaume Meurice, s'il vous plaît. Ah, Oh là 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 là. dites donc. Qu'est-ce que vous voulez savoir, Charles Guillaume Meurice. Oui, tout à fait. Là, vous prenez la position de Denise Glaser, hein, Guillaume Meurice.
Si, Bah j'ai non, une c'est question elle. pour lui. Est-ce que vous avez déjà été censuré? Non, jamais. Mais non, c'est pas possible. Jamais. Si, une fois à Canal+, je suis parti. Ah ouais? Ouais. À Canal+, ne voulait pas me diffuser un dessin de Charme. Alors je suis parti. Et est-ce que moi, je vous ai déjà censuré? Jamais. Il est gentil. On a eu de- c'est on a eu de- C'est le grand mensonge de la matinée. C'est une bonne question. Ok. Guillaume Meurice, posez une dernière question à Charline Vanhoenacker, Euh, s'il vous plaît. Oui, tout de suite, Antoine. Est-ce que vous êtes heureuse, Charline Vanhoenacker? Oui, sur une échelle de 1 à 10, vous allez me demander après. Je le connais par cœur, sur une échelle de 1 à 10. Mais oui, je suis avec Oui. Guillaume Meurice, avec qui je m'éclate tous les jours. On est à Limoges. On est avec Clara Dupont-Meneau, son éditrice, et qui est avec nous dans Par Jupiter. Qui était On nous complètement- ouais. accueillait comme Qui était ça. complètement saoul hier. Enfin, Voilà, enfin, on a pris un train, on a pris l'air. On a vu des gens. On a discuté, on s'est marré, oui. Oui. En fait, il n'y a que cet entretien qui sera raté pendant votre week-end, pendant votre séjour à Limoges. Mais non, c'était un très bel entretien. Bah, c'était super cet Antoine, entretien, on a passé un Antoine. très bon moment avec vous. Et puis, Mesdames, c'est la messieurs, preuve je qu'on peut faire montre les avoir deux un livres qui entretien m'ont sans permis, avoir travaillé. que j'ai C'est un bel préparé, exemple que j'ai aussi. lu pour préparer cet entretien. Charline Vanhoenacker, Debout, les damnés de Luber. On n'a pas tellement parlé d'Huber d'ailleurs. Et Le roi n'avait pas ri de Guillaume Meurice, très beau roman sur la vie de Triboulet. Merci à tous les deux Merci, d'avoir fait ce Antoine. déplacement à Limoges dans des temps compliqués et bon retour sur Paris.